Bonsoir à toutes et à tous. Cette séance du mercredi 8 avril 2026 restera dans les mémoires. Ce n'est pas courant que l'on voit le CAC 40 gagner 5% en séance, vous entendez bien 5%, même s'il n'a terminé qu'à 4,5% de gain. Il n'a pas fini au plus haut de la séance. C'est un fait, comme vous pouvez le constater sur le graphique. Il n'empêche que ça a été une séance de très fort rebond sur l'indice parisien. Et surtout, ce qui est marquant, ce sont les volumes. 8 milliards d'euros échangés. Je dis bien 8 milliards d'euros échangés alors qu'on est d'habitude sur des séances à 3-4 milliards d'euros. Donc 2 fois plus de volume qu'habituellement, ce qui s'explique, comme je l'ai dit par écrit à mes lecteurs de francebourse.com en milieu de séance, ça s'explique aussi très largement par des rachats de vendeurs à découvert, puisqu'il y a beaucoup de positions baissières qui avaient été prises. Et d'ailleurs, on le constate, quand on voit les valeurs qui rebondissent le plus, on a des titres du transport aérien, on a des valeurs du tourisme, enfin tous les secteurs qui ont été particulièrement massacrés qui rebondissent. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons essayer de nous demander si cette paix a des chances de tenir ou pas, parce que si elle a des chances de tenir, eh bien, progressivement, le prix du pétrole va régresser et l'inflation va régresser elle aussi, et donc la petite crise économique qui aura été déclenchée va être circonscrite. Par contre, si la trêve, le cessez-le-feu ne durera pas, s'il est probable qu'il ne dure pas, mais on ne peut parler qu'en univers probabiliste, bien sûr, eh bien, ça risque de repartir de plus belle. Donc, on va s'interroger là-dessus. Et puis, dans une deuxième partie, nous allons voir sur la séance du jour qu'est-ce qui a été particulièrement recherché, qu'est-ce qui a monté particulièrement et qu'est-ce qui, au contraire, a baissé et pourquoi, bien sûr. Et je vous expliquerai encore une fois pourquoi nos portefeuilles ont très bien résisté ces derniers temps. Ils ont remonté aujourd'hui. Je vous dirai pourquoi ils n'ont pas remonté autant que le marché. Mais je vous expliquerai un peu pourquoi ils battent largement le marché depuis le début de l'année, mais comme ils le font les années précédentes aussi. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr à vous inscrire sur francebourse.com pour recevoir mes mails et mes recommandations. Alors, donc, cette nuit, enfin la nuit dernière plus exactement, le Pakistan qui a fait l'intermédiaire, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le Pakistan qui a vraiment fait l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis depuis plusieurs jours, a annoncé qu'un cessez-le-feu avait été conclu en 10 points, avec un plan proposé par l'Iran en 10 points, que Trump a accepté à ce jour. Donc, je rappelle quand même que les propos de Trump hier avaient été violents et avaient dépassé les bornes pour beaucoup de gens. Et je le pense, personnellement, je le pense. Voilà, je donne pas trop mon avis habituellement, mais je le pense que ces propos avaient dépassé les bornes. De dire on va rayer une civilisation de l'histoire de manière irrémédiable, sous-entendu bombe nucléaire, ça, je vois pas comment autrement on peut rayer une civilisation de l'histoire en une soirée, c'est un peu ce qu'il disait. Donc, même s'il ne le pensait pas, c'est pas terrible parce que ça laisse la porte ouverte. Je veux dire, quand il y a 2 ans, Poutine menacé de bombes nucléaires, et encore, il le faisait de manière moins dure, tout le monde s'offusquait. Donc là, il y a quand même, ça laisse la porte ouverte à plein de choses. La Chine, semble un pays pacifique, du coup. Xi Jinping, franchement, aujourd'hui, on se dit c'est le plus raisonnable des 3 superpuissances militaires mondiales. C'est ce qu'on se dit aujourd'hui, très franchement, quand on voit ce trio. Donc ça donne pas une super image, on va dire, ni aux États-Unis, ni à la politique globale internationale. Toujours est-il qu'il a fait, je pense qu'on est dans une escalade verbale pour faire monter la pression, et aujourd'hui, il a accepté ce plan de paix proposé par l'Iran, par la médiation du Pakistan. Mais c'est un plan de paix qui finalement revient à la case départ en définitive. C'est-à-dire que les bateaux vont pouvoir passer dans le détroit d'Ormuz en s'acquittant d'une taxe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça veut dire que c'est un plan de paix qui donne plus de pouvoir à l'Iran sur le détroit d'Ormuz que cela n'était le cas.
et une taxe de 2 millions, 1 million pour l'Iran et 1 million pour Oman, pour le sultanat d'Oman. Et l'Iran utilisera cet argent pour la reconstruction de son pays, puisque bon, l'Iran a renoncé à demander absolument aux Américains de payer pour reconstruire le pays. Donc c'est la situation d'avant, plus favorable à l'Iran, avec un poids géopolitique plus important dans le détroit d'Ormuz, mais avec des infrastructures militaires partiellement détruites. Et c'est le partiellement qu'on ne connaît pas. Personne aujourd'hui, aucun expert de géopolitique, aucun dirigeant occidental, aucun expert des services de renseignement ne dit la même chose que son voisin. Personne ne sait vraiment quelle est l'ampleur de ce partiellement. Parce que ce qu'on pouvait constater, c'est que à chaque fois qu'on dit ça y est, l'Iran n'a plus de munitions, il n'envoie plus de missiles, etc., ils en renvoient une salve. On a presque l'impression, et d'ailleurs c'est pas idiot de le penser, que l'Iran étant sur place, c'est le pays attaqué donc qui est sur place, il continuait de fabriquer des missiles et des drones, surtout les drones qui ont servi énormément à attaquer les pays du Golfe, Israël, même les Américains, etc. Il continuait à en fabriquer pendant la guerre, alors que du côté des Américains, il fallait ramener des missiles et que le stock finalement de missiles des États-Unis, rien n'est inépuisable, vous savez, et il faut transporter avec un prix du pétrole qui augmente. Donc je pense tout simplement aussi que il était temps que cette guerre se finisse pour Trump. Il a fait monter les enchères. En gros, la rhétorique, je pense qu'il va utiliser, c'est de dire voilà, j'ai menacé très fort, l'Iran a cédé, j'ai gagné. Et l'Iran, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on a gagné, on a vaincu l'ennemi. Mais toujours est-il que cette guerre, 40 jours, n'auront pas servi finalement à grand-chose, sinon à effrayer les marchés, à faire monter le pétrole et à accélérer les bénéfices des compagnies pétrolières. Aujourd'hui, très logiquement, le cours du pétrole a baissé. Mais il a commencé à baisser un peu sur ces derniers jours. Regardons le graphique sur 5 jours. Comme vous le voyez, le prix du pétrole a baissé, mais on reste néanmoins au-dessus des 90 dollars parce que le détroit d'Ormuz ne va pas être réouvert d'un coup à la circulation, donc ça va quand même... tout ça va prendre du temps. Il y a encore eu aujourd'hui des tirs de missiles, etc. Et puis, la grande question, c'est de savoir est-ce que cette paix peut être durable ou pas. Donc c'est sûr que je pense que personne n'a envie que cette guerre reprenne. Ni les Américains, ni les Européens, qui eux, et ils ont eu raison de rester complètement un petit peu en dehors du conflit, ni Trump quelque part, parce que Trump, il a des échéances importantes qui arrivent pour sa représentation personnelle. Il a le 4 juillet, c'est quand même l'Independence Day, mais ce coup-ci, c'est les 250 ans des États-Unis. Il a la Coupe du Monde, ensuite du football, même s'il n'en a rien à faire, mais bon, voilà, il va falloir qu'il représente. Et puis, il y a les élections de mi-mandat au mois de novembre. Donc, je pense que Trump n'a absolument pas intérêt à s'empêtrer dans cette guerre, sauf que c'est un petit peu un point, un retour au point de départ. L'Iran pouvait s'accommoder, je pense, de cette guerre, puisqu'ils ont joué la montre, finalement, et ça a été à leur avantage, en définitive. Mais je ne crois pas qu'ils cherchaient vraiment à ce que ça dure. Sinon, ils auraient tout fait pour que ça dure. Quant à Israël, ça risque d'être le grand perdant. Et je m'aventure un petit peu sur ce terrain. Quelque part, c'est Netanyahou qui a poussé à cette guerre, et aujourd'hui, ça risque d'être lui le grand perdant, en définitive, de cette guerre. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus, mais chacun a son avis, bien sûr. Mais quand on voit factuellement, sans aucun jugement, ni de valeur, ni de morale, ni parti pris, c'est un peu le cas, en définitive. Puisque l'Iran va être renforcé dans les années qui viennent, si on en reste à ces accords de paix. Alors évidemment, Trump va peut-être pendant ces 15 jours menacer de réintervenir si tel ou tel point des accords de paix ne change pas, pour essayer de faire changer, puisqu'il se donne 15 jours. Peut-être que l'Iran concédera une ou deux choses parmi les 10 points, mais globalement,
il y a des chances significatives qu'au terme des 15 jours, le conflit ne reprenne pas, que les accords soient un petit peu modifiés et que l'Iran se trouve en définitive affaibli aujourd'hui pour être renforcé demain. C'est tout à fait possible. Je dirais que cette occurrence a une probabilité plus forte que de dire le conflit va reprendre. Parce qu'on est déjà le 8 avril. Dans 15 jours, on sera à la fin du mois d'avril. Donc ça voudrait dire en gros, allez, on reprend le conflit au mois de mai. C'est pas sérieux. Reprendre le conflit au mois de mai, je vous dis tout à l'heure, je vous ai dit quelles étaient les échéances de Trump. Ça voudrait dire une récession à la rentrée, immanquablement. Donc une catastrophe aux élections de mi-mandat, une déroute complète des républicains, puisque les Américains ne la soutiennent pas, cette guerre. Et on imagine mal aujourd'hui comment les Américains vont se mettre à la soutenir demain. Alors je ne dis pas qu'il y a 0% de probabilité que ça reprenne, mais je dis qu'il y a une probabilité plus forte que ça ne reprenne pas plutôt que ça reprenne. Et ça a été le raisonnement des marchés financiers aujourd'hui, puisque le CAC 40 a gagné plus de 4%. 4,5% en clôture. Les marchés américains sont un petit peu plus prudents. Les marchés américains ne gagnent que 2,5% si on voit le Dow Jones, par exemple. Il gagne que 2,5%. Vous voyez qu'il hésite un petit peu. Il a monté à l'ouverture, mais il hésite un petit peu. Je pense qu'ils attribuent peut-être une probabilité plus élevée à la reprise de la guerre. Et puis, les marchés américains, ce qu'ils voient aussi, c'est que l'impact de la hausse du prix du pétrole va plus affecter leur économie que celle de l'Europe. Parce qu'on a parlé longtemps des prix du pétrole à la pompe. Moi, je vous ai dit, j'ai fait un plein 85 euros contre 65 euros il y a 3 semaines. C'est un peu votre cas, etc. Vous voyez que le carburant est à 2 euros le litre. On était à 1,50, 1,60. Ça a augmenté de 30%, en gros. Aux États-Unis, ça a doublé. Ça n'a pas augmenté de 30% aux États-Unis, ça a doublé. L'élasticité est beaucoup plus forte là-bas. Ils sont à 5 dollars le gallon. C'est-à-dire 1 dollar le litre. Vous vous rendez compte? 1 dollar le litre. La moitié de nous. Ça n'a jamais été le cas aux États-Unis. Ils ont toujours été 3-4 fois inférieurs à nous. Si on ramène le prix par litre. Ils ont une autre unité de mesure qui est le gallon. Mais si on ramène au litre, ça fait ça. Donc l'économie américaine va être peut-être un peu plus affectée que la nôtre. Elle est plus dépendante du pétrole que nos économies européennes. Et elle risque donc d'être plus affectée par cette augmentation des prix pétroliers, même si maintenant ça va peut-être rebaisser, ça commence à rebaisser, mais je vous dis, tant qu'il y a cette incertitude et qu'on ne sait pas si ça va reprendre, si les navires vont pouvoir passer ou pas, ça va rester assez élevé. Je le répète, selon moi, il y a plus de chances que ça ne reprenne pas que de chances que ça reprenne, avec des périodes d'intimidation. Je vous le dis clairement, je pense que ça va fluctuer, qu'il y a des moments où Trump va dire « ça y est, on va reprendre », mais que finalement ça va s'apaiser, il va y avoir ça. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a 1% de chance que ça reprenne. Allez, si je dois donner des probabilités, je dirais 70-30. 70 que ça ne reprenne pas et 30 que ça reprenne. Vous voyez? Voilà un petit peu où je situe le curseur. C'est mon avis, c'est mon analyse, c'est mon opinion. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit un livre sur l'Iran, que vous pouvez vous procurer sur Amazon, dans lequel, et c'était il y a 1 mois déjà, je disais que c'est une structure ce régime. Et vous savez à quel point il est difficile d'ébranler une structure. Et ça, je crois que beaucoup ne l'ont pas compris. C'est pas comme lorsque vous avez un dictateur, vous coupez la tête, hop, il n'y en a plus, il n'y a plus de dictateur, le régime s'effondre. Kadhafi, Assad, etc. Non, là, ils ont coupé la tête tout de suite, le premier jour. Il y a une autre tête qui a poussé, celle du fils. Et s'ils arrivent à couper celle du fils, il y en a plein d'autres qui vont pousser des têtes. Mais il n'y a pas que les têtes, ils tiennent tout le pays, tout le régime. C'est 47 ans de construction dans un pays qui fait 3 fois, 4 fois la surface de la France avec 90 millions d'habitants. Enfin, voilà, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un petit morceau, l'Iran. Et là, les États-Unis et Israël l'ont réalisé, tout simplement. Donc, aujourd'hui, les valeurs qui ont monté, eh bien, évidemment, d'abord, on a le transport aérien, l'hôtellerie, tout ça, mais attention, ces sociétés vont avoir les comptes très impactés par ce qui s'est passé, même si le pétrole rebaisse. Et de toute façon, on sait très bien au niveau touristique que les flux ne reprennent pas d'un seul coup. On l'a vu après le Covid, on l'a vu pendant la guerre en Ukraine, on l'a vu à chaque fois. D'accord? Donc, moi, je préconise toujours de rester à l'écart de ces valeurs.
Je m'exprimerai plus clairement là-dessus sur France Bourse. Deuxièmement, on a vu que les valeurs pétrolières ont baissé, ce qui est normal, elles avaient beaucoup monté à des prises de bénéfices. Ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas un effondrement. Total Energy perd 5%, Repsol perd 7%. Bon, c'est celle qui avait le plus monté, bien sûr. D'autres perdent 3-4%, c'est tout. Hein. Et puis, vous avez là, alors là, beaucoup plus intéressant, vous avez tout ce qui est high-tech qui a fortement remonté, toutes ces valeurs liées à l'IA, toutes ces valeurs qui ont toujours eu un PER élevé, ASM, ASML, etc., des PER très élevés qui ont fortement rebondi. SK Hynix qui rebondit fortement, pourtant le PER n'est pas élevé, mais tout ce qui est lié à l'IA, tout ce qui est lié à la technologie de pointe reprend. Ça ne s'était pas effondré, mais ce n'était plus la priorité d'investissement. Et ça le redevient. Et ça, c'est très bien, c'est très sain. Ça montre que ces valeurs, tout comme celles liées à la défense européenne, Thales, etc., gardent un statut social très élevé pour les investisseurs. Et ça, c'est une bonne chose parce que nous en avons dans notre portefeuille croissance. Notre portefeuille croissance, on va en parler un petit peu, qui est un portefeuille multidirectionnel, comme vous le savez, qui a très bien résisté, qui n'est jamais passé dans le rouge, qui aujourd'hui est à plus 6, plus 7% depuis le 1er janvier, qui n'est plus très loin de ses plus hauts historiques, qui est un portefeuille adaptatif. Donc évidemment, sur une séance comme aujourd'hui, il ne rebondit pas de 4,5%, mais on s'en fout, il rebondit de 2%, mais c'est très bien, je n'ai pas besoin de battre le marché sur une séance comme aujourd'hui. On n'a fait que battre le marché sur les séances précédentes, forcément, puisqu'aujourd'hui, c'est un rebond qui est presque unidirectionnel. Donc comme notre portefeuille, lui, est multidirectionnel, il y a forcément des directions qui sont baissières, en particulier sur les énergies, mais on avait déjà pris des bénéfices, on avait déjà réduit l'exposition. Je vous rappelle que j'avais recommandé de ramener le prix de revient à zéro sur Repsol. Voilà, on est bien, on est vraiment bien. Et quand vous revoyez les structures de nos portefeuilles, vous voyez, regardez les morphotypes, puisque je compare les portefeuilles à des morphologies, c'est très parlant. Et non seulement c'est très parlant, mais moi ça m'aide à construire les portefeuilles. Vous voyez qu'on est sur un portefeuille adaptatif avec des lignes fines, qui ne sont pas des lignes très importantes, sauf quelques lignes au centre du portefeuille, un petit peu plus, qui prennent un petit peu plus d'importance et qui sont celles qui donnent un petit peu une certaine densité au portefeuille. Et le portefeuille rendement, lui, juste à côté, qui est un portefeuille de gravité, lui, il ne fait que monter, il n'a pas baissé, il n'a presque pas baissé, et là, il rebondit forcément un petit peu, surtout, pas tellement à cause de ce qui se passe, mais parce qu'on approche sur la saison des rendements des dividendes. Hier, je dis bien hier, le portefeuille rendement était à son nouveau record historique. Aujourd'hui, il a encore monté, donc nouveau record historique. Mais vous voyez une séance comme hier, qui était une séance de crainte et de peur, c'est quand même après les propos de Trump et tout ça, il n'empêche que le portefeuille rendement a atteint un plus haut historique. Mais pourquoi? D'après vous, pourquoi? Mais parce que on approche de la saison des rendements, des dividendes. Et oui, donc toutes ces valeurs commencent à être recherchées et regardées. Donc là, ça arrive, les premiers dividendes, ils arrivent, là. Je vais vous les commenter en direct sur francebourse.com pour ceux qui suivent mes recommandations, bien sûr. Donc voilà, un petit peu tout ce que l'on pouvait dire. Voilà, pourquoi notre portefeuille résiste, nos portefeuilles résistent, le portefeuille rendement parce que, regardez sa morphologie, encore une fois, on ne peut pas le bouger, on ne peut pas le déplacer, il avance doucement, mais il avance. Voilà, il pousse tout le monde, il avance. Et le portefeuille croissance, donc le portefeuille adaptatif, écoutez, il s'adapte, et puis et même s'il tombe, ce portefeuille, même si regardez la structure, la morphologie, si elle tombe, elle se relève, non seulement elle se relève, mais elle se bat depuis le sol. Elle terrasse ses adversaires depuis le sol et elle se relève. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tombent pas. Et vous voyez, des fois on subit des fois des claques. On est passé, ça nous est arrivé de perdre 6 points en quelques jours. Et on s'adapte et on remonte. Et regardez sur la différence, comment creuse la différence par rapport au marché. La différence ne fait que se creuser. Le CAC 40 est à plus 1 depuis le 1er janvier. Nous sommes à plus 6, plus 7 en moyenne. Là, si on prend les deux portefeuilles, on est à plus 7 en moyenne. Donc voilà, sur une année quand même qui est pas, dont le début d'année n'est pas génialissime. Voilà, j'espère avoir été complet dans cette vidéo. Je pense que vous attendiez tous, qui dure 20 minutes. C'est pas trop mon habitude.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous très rapidement. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur francebourse.com. À très vite.